Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Madame, Monsieur, avant toute chose, nous tenons à nous excuser auprès de vous, les millions d'inconditionnels téléspectateurs Equinox Soir, et pour ce retard considérable, et ce, pour des raisons indépendantes, purement indépendantes de notre volonté. La 10e législature qui s'ouvre en mars 2020 va accueillir 180 députés élus du peuple. 180 députés qui obéissent au décret numéro 2008-376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun. Le décret signé par le président de la République le 3 juillet 2013 place la région de l'extrême nord, fille aînée du renouveau, en tête en termes de sièges, 29 au total. C'est également la région la plus peuplée selon les chiffres officiels, avec 3 111 792 habitants. Suivent les régions du centre avec 28 sièges et l'ouest 25 sièges. Au bas du tableau, la région de l'est avec 11 sièges, le sud 11 sièges également, et pour boucler la boucle, la Damawa avec 10 sièges de députés seulement. Tout à l'heure à 20h, ce sera la grande édition d'information qui vous sera présentée par Nadine Yambo, et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Législative 2020, zoom sur le découpage électoral. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Serge Gauthier Onanina. Bonsoir. Bonsoir Serge Gauthier. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Bonsoir surtout aux militants et camarades du PURS qui sont engagés dans les élections à composer les dossiers, mais aussi à constituer la liste. Je salue donc les futurs conseillers municipaux du PURS, les futurs maires, mais surtout les futurs députés. Et je salue au passage, par la même occasion, les sous-préfets et les maires qui, à partir de la semaine prochaine, vont s'arranger à ne pas être dans leur bureau pour signer les pièces relatives. Voilà, on dit que c'est un mauvais procès qu'on fait aux élus. Hein. Vous dites qu'ils vont s'arranger à ne pas être là. Écoutez, Serge Alain, c'est une observation, alors une observation qui elle-même s'adosse sur un constat qui a déjà été fait depuis de nombreuses années. On s'est rendu compte que au lieu de justifier leur bilan, de s'accrocher sur leur bilan pour pouvoir se faire réélire, certains élus locaux, notamment les maires, s'arrangent à bloquer d'éventuelles candidatures en ne pas signant les dossiers. Donc, vous avez encore une semaine, hein? Ah oui. Voilà, vous avez encore une semaine. Et j'encourage tous les camarades du PURS au passage à être tenaces, à être persévérants jusqu'au dernier jour, parce que nous allons compétir partout. Edmond Kyoté, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mon co-panéliste et bonsoir aux nombreux téléspectateurs de la chaîne Equinox TV. Voilà, Edmond Kyoté, analyste politique, extrême nord, 34 263 km², 3 111 792 habitants, 29 sièges. Région du centre, 109 002 km², 771 775 habitants, 28 sièges. En troisième position, l'ouest, 13 892 km², 1 720 047 habitants. Où est le littoral? Justement, Alain, il y a cette incongruité qui donne l'impression d'une injustice dans le découpage électoral. Injustice. C'est l'impression qui se dégage lorsqu'on s'en tient aux chiffres, ou du moins au découpage qu'on a en ce moment. Je dois rappeler que le découpage électoral, c'est une prérogative, n'est-ce pas, exclusive et constitutionnelle du chef de l'État. Le chef de l'État? Oui, c'est lui seul qui a, n'est-ce pas, cette prérogative-là, suivant en cela les dispositions de la Constitution, de notre loi cadre. Donc, il est seul, n'est-ce pas, à pouvoir décider de la clé de repartition, n'est-ce pas, des représentants des élus, des représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Alors, si on s'en tient à ce qu'on a jusqu'à présent, ça donne l'impression d'une injustice parce que on se pose la question quelle est la critériologie, parce que les critères
du moins internationalement reconnu, le critère fondamental, c'est la démographie. C'est-à-dire qu'on repartit, n'est-ce pas, le nombre de sièges en fonction de la population. Et donc, généralement, il y a une règle qui accompagne cela, c'est la règle d'équité. C'est-à-dire, on s'est dit... mais selon les chiffres de Monkaté, la région de l'Est, non, est la plus peuplée, 3 111 792. Sauf que si vous faites maintenant une répartition par département et par nombre de population, et vous faites une comparaison avec, n'est-ce pas, d'autres régions, vous verrez par exemple que vous avez une région avec 300 000 habitants qui a, je crois, 6 députés, qui a eu 6 députés. Vous verrez qu'il y a 2 députés, par exemple, dans la MIFI. Je crois qu'il y a dans le Conquis, il y a 300 000 habitants avec 2 députés. Et vous verrez par exemple que dans le Djaïlobo, il y a, je crois, 6 députés, si je ne me trompe pas. 5 députés. Djaïlobo, 5 députés. Avec combien de... La MIFI a 2 députés. Oui, 2 députés. Et vous verrez que dans le Djaïlobo, on a, je crois, moins de 200 000 habitants, par exemple. 170 000 au total. 170 000 habitants. Et donc, ils ont 5 députés. Vous allez dans la MIFI, 300 000 habitants. Je crois 2 députés. 2 députés. Donc c'est pour ça que j'ai dit que si vous allez même dans l'extrême nord, vous faites une division, vous cherchez le ratio, vous verrez effectivement que ça n'obéit pas forcément, n'est-ce pas, à une règle démographique. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que ça donne l'impression d'une injustice. Que non. Il faut comprendre que en ce moment, il y a 2 alternatives. Soit on fait un nivellement vers le haut, soit on fait un nivellement vers le bas. C'est-à-dire que soit on décide que, ok, on va, par exemple, réduire le nombre de députés dans le Djaïlobo et partout où il y a un nombre... Pourquoi seulement le Djaïlobo? Je prends un exemple. Oui. Je prends un exemple. Ça peut être partout. Il y a également d'autres régions où il y a un nombre élevé de députés par rapport... Le Mfundi, par exemple. 7 députés. 7 députés. Pour un nombre de combien d'habitants? Vous allez voir, c'est moins de 300 000 habitants. Le Vouri a 9. Le Vouri a 9 députés pour combien d'habitants? Là, ça va? Pour combien d'habitants? Non, c'est pour ça que je dis qu'il y a 2 alternatives. Oui. On peut faire un nivellement vers le bas. Là, on risque de créer encore d'autres injustices parce que moi, par exemple, je ne serais pas d'accord qu'aujourd'hui, qu'on aille dans le Mfundi réduire le nombre de députés ou qu'on aille dans le Djaïlobo réduire le nombre de députés. Je ne serais pas d'accord. Soit on fait un nivellement vers le haut et cette fois-ci, il faut savoir qu'on doit encore asséner un coup au budget de l'État déjà trop agressé, il faut le savoir, parce que si on décide de faire un nivellement vers le haut, ça veut dire qu'on doit augmenter le nombre de députés là où il y a carence. Et dans ce cas, il faudra asséner encore un coup au budget de l'État, parce que si on augmente le nombre de députés, il faut savoir qu'on doit également revoir, n'est-ce pas, le package salarial des députés, le package des avantages qui vont avec, et tout cela, ça risque de prendre un sérieux coup. Et donc, je pense que c'est peut-être surtout le problème du budget qui a empêché le chef de l'État à ne pas revoir le découpage électoral. Parce que, comme je le dis encore, il n'y a que 2 alternatives. Soit on fait un nivellement vers le bas, et dans ce cas, ça va créer d'autres injustices, parce que vous allez être obligé de supprimer un certain nombre de parlementaires. Et ici, pour ajouter là-bas, ça va faire grincer des dents. Il faut faire donc un nivellement vers le haut et augmenter des députés là où on estime qu'il n'y en a pas suffisamment, et par contre, et là où il y a un nombre important de population. Alors si on fait un nivellement vers le haut, je le dis encore, ça n'ira pas sans porter un coup, n'est-ce pas, au budget de l'État qui en ce moment ne permet pas qu'on puisse le faire. Donc je peux comprendre la posture du chef de l'État qui a refusé de toucher cette question-là, parce que là c'est le budget qui allait en souffrir, et nous connaissons tous les indicateurs dans notre pays en ce moment. Ça ne permet pas qu'on puisse se payer le luxe, n'est-ce pas, de revoir, d'aller encore asséner un coup supplémentaire au budget de l'État. Je pense que c'est cette règle-là qui a empêché qu'on aille vers, n'est-ce pas, qu'on ne revoie, n'est-ce pas, le découpage électoral en ce moment, je pense. Serge Gauthier Onanina, est-ce que le problème, personne ne demande que le nombre soit revu à la hausse, hein? Mais il y a des régions, le littoral, connaissant la densité de la population, voilà, le littoral n'a que... 9 députés. Non, le Vouri a 9 députés, le littoral a en tout 19 sièges. 19 sièges, oui. Alors, certains parlent d'injustice. C'est une injustice claire pour nous au PURS. On pense que c'est un découpage qui ne reflète pas la réalité, qui obéit d'abord beaucoup plus à une logique politique qu'à une logique objective. Il correspond. Est-ce que vous comprenez que l'extrême nord soit en tête
avec 29 Et c'est sièges. même là, c'est là où c'est intéressant parce que on a joué un peu sur la malignité, la finesse. C'est-à-dire quand le pouvoir, le président de la République, puisqu'il a ce pouvoir, s'est arrangé à ce que les zones dans lesquelles il a un électorat qui lui était certain, à qui il lui aura donné un maximum de sièges pour pouvoir donc s'arroger le maximum de représentation ou de représentativité au Parlement. Et dans les zones comme le littoral, où on sait que Douala, par essence, où le Vouri est une zone par essence contestataire et donc plus démocratique, on a pensé qu'il fallait réduire le nombre de sièges des députés là-bas pour réduire l'expression démocratique. Non, le littoral. Le Vouri est en tête. Oui, mais c'est le département qui a le plus de députés au Cameroun. Même jusque-là, si on prend le Vouri, moi, le siège de mon parti, c'est à Douala 4e, celui du PURS, et j'y travaille. Et je vais vous dire que Bonabéry a, la commune de Douala 4e a un seul député. Pour 100 000 habitants, c'est une un peu plus. Oui. 900 000. Merci. 900 000. Merci infiniment pour ces chiffres officiels. 900 000 habitants, vous avez un seul représentant. Vous dites bien chiffre officiel. Oui. Alors, officiel, vous comprenez. Je le conteste même, ces chiffres. Et du point de vue de l'analyse, on se rend compte donc que le député du littoral a 2,4 fois plus de citoyens à encadrer avec la démographie qui est même croissante, supérieure à celui d'autres localités. Je voudrais également indiquer que il y a des circonscriptions qui ont 5 à 7 fois plus de députés ou de représentativité, et ce n'est pas encourageant. On comprend donc là avec vous, Serge, que c'est un charcutage arbitraire pour neutraliser l'opposition. Mais c'est aussi une occasion pour nous de lancer un appel au peuple, parce que c'est plus que jamais le moment opportun, le temps de la rupture. Parce que si vous voulez qu'un ensemble de lois que nous avons très souvent estimé abject, arbitraire, il est inopportune, ne soit plus voté à l'Assemblée nationale, il va falloir que vous confiez vos voix, peuple qui avait le pouvoir, à des parlementaires. D'abord, rajeunir la classe politique camerounaise. Elle a besoin de rajeunissement. Cette classe politique. On n'est pas encore en campagne. Hein? On n'est pas en campagne, mais on fait une analyse. Oui. On fait une analyse. La classe politique, vous savez pourquoi elle a besoin de rajeunissement, Serge Alain? Je vais prendre un cas simple. J'ai été sur un plateau d'une chaîne concurrente avec des députés d'un parti, pour que vous ne soyez pas cité, un parti de l'opposition qui est censé être le deuxième parti, la deuxième formation politique camerounaise au regard des sièges qu'elle a à l'Assemblée nationale. Et au début de cette session parlementaire, elle a annoncé la politique. Ce parti a annoncé la politique de la chaise vide et nous a indiqué que c'est parce que très souvent l'obésité du RDPC ne lui permet pas de s'exprimer. Je lui ai fait 2 observations claires. Première observation, lorsqu'il a fallu revendiquer l'augmentation des salaires des députés, ce parti d'opposition n'a jamais fait la politique de la chaise vide. Donc c'est des égoïsmes personnels. Lorsque le président de la République a décidé de proroger également le mandat des députés, ce parti d'opposition n'a pas fait la politique de la chaise vide. Du coup, c'est un aveu de chef. Il faut donc rajeunir la classe politique. Il nous faut des députés patriotes, il nous faut des députés conscients, il nous faut des parlementaires dynamiques. Okay. Signor Barrister Emmanuel Achou, you're welcome. Thank you. Good evening, televiewers. Good evening, panelists. Good evening, Serge. All my excuses. The traffic jam was terrible. 2 hours of traffic here. Real hell. Ok. Vous êtes au courant de ces découpages? Ça vous inquiète? Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle. Temps de revoir ça. C'est ce qu'on appelle en droit constitutionnel le gerrymandering, c'est-à-dire le découpage électoral pour favoriser le village électoral. Donc, le représentant du PUS l'a si bien expliqué. Le régime qui est en place choisit les coins qui lui sont favorables, alloue, envoie le trop plein de sièges à ces coins, et là où il sait que c'est le fief de l'opposition, on diminue, on vide ces endroits de leur contenance. Vous ne pouvez pas imaginer que la ville de Bonabéry, j'ai dit ville de Bonabéry, soit placée sous Douala. La ville de Bonabéry. Soit placée sous Douala, c'est la 3e ville du Cameroun. Soit placée sous Douala. Donc quand on dit Douala, ça inclut Bonabéry. Ça, c'est l'une des techniques pour que l'argent ne soit pas envoyé à Bonabéry, pour qu'on ne puisse pas donner à Bonabéry plus d'un député. Vous voyez, toute une vie. Si là, vous prenez la population,
comme on avait dit là tout à l'heure, c'est 900 000. Le chiffre officiel, hein? Oui, je suis l'avocat, l'un des avocats de la mairie, je sais de quoi je parle. 900 000 habitants. Et vous savez quel est le nom du port là? C'est Douala Bonaberi. Oui. Ah, c'est le port de Bonaberi. Ils ont ajouté Douala parce qu'ils prennent Bonaberi pour mettre sur Douala. Donc, c'est une ville industrielle, c'est une ville portuaire. Il n'y avait aucune raison, n'est-ce pas, de brimer cette ville en lui donnant. Mais vous posez un autre problème là, signor Barista. Le problème, c'est sur le découpage. Mais non, ça fait partie de ce dont souffre la population à l'occasion de ce découpage qui favorise les gens qui sont en place et qui veulent s'éterniser au pouvoir avec leur minorité qui veut transformer en majorité. Combien de députés y a-t-il au Sud? Alors, moi, Serge Alain. 11 députés. Ils ont pour quelle population? Dans le Sud. Voilà. Le Nord là, on dit que le Nord c'est le Sud a 41 191. Merci. Non, 634 000 habitants. Et le Vouri qui a combien de millions là? Le Vouri, le littoral? Non, le Vouri a combien de millions? Non, de population. On n'a pas le chiffre. Mais vraiment, vous avez le chiffre? On a le chiffre de la région du littoral. Officiellement, Douala a une population de combien? Environ officiellement, il dit 2,5 millions. 2,5 millions. Alors qu'en réalité, c'est loin de là. Au moins mais pour 2 millions d'habitants, il y a combien de députés? Il y a 9 pour le Et Vouri. pour 600, combien là? Il y a combien? Pour je vous laisse regarder le reste. Oui. Maintenant, on dit que le Nord, c'est la région la plus peuplée. L'extrême Nord. L'extrême Nord. Quelle est la ville de l'extrême Nord qui a cette population? Moi, j'ai fait l'extrême Nord. On a dit que c'est sur les collines. Je suis allé sur les collines, je n'ai pas vu cette population. Alors, mais ça, c'est juste une technique qui consiste à renvoyer ces députés là-bas pour que, en cas de besoin, on ouvre les frontières pour que les gens qui parlent le même langage. Mais on a vu ça. Ceux qui parlent le même langage font le charter pour nous faire le trop-plein. Donc, on connaît ça. Mais cette fois-ci, je sais que le RDPC a déjà dit son dernier mot lors du grand dialogue. L'opposition s'est réveillée. Et je sais que tout ce qu'ils ont à faire maintenant, c'est de tout faire pour que les candidats de l'opposition ne se présentent même pas. Parce que si un seul se présente, le RDPC n'aura rien. Mon collègue a dit qu'il faut rajeunir la classe politique. J'ai dit non, cher Camerounais, balayez cette classe politique. Des députés qui, depuis 35 ans, nous servent seulement de cachet, de tampon. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Les députés qui deviennent la chambre d'enrichissement du gouvernement, on n'en veut plus. Il faut des députés qui réfléchissent dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt du peuple camerounais. Il faut balayer cette classe politique des politiciens et mettre en place une nouvelle classe politique qui réfléchit Cameroun. Mais il y a un acte là, la pénalisation du tribalisme. Vous savez que nous avons ici, que c'est rien nous avons dans ce pays ce qu'on appelle la législation marteau. Ça veut dire que la loi vient d'en haut. Oui. Est-ce que vous avez vu ce projet de loi avant qu'elle arrive à l'Assemblée? Normalement, la loi doit venir d'en bas. Le peuple dit que bon, j'ai besoin de ceci. Oui. On fait circuler, les gens en discutent. De sorte que quand ça arrive à l'Assemblée, tout le monde est au courant, tout le monde sait que oui, voilà comment ça doit aller. Quelqu'un avait sur notre plateau pris l'exemple de cette histoire de... on appelle ça quoi encore là? Ce qu'on fait aux femmes là, l'harcèlement sexuel. On a tambouliné avec ça, on dit que oh, harcèlement sexuel, on ne va plus harceler les femmes. Mais quand vous avez vu le texte, on parlait de quoi? Seulement vis-à-vis du patron. Ça veut dire que les femmes qui sont dans les rues là, vous les harcelez, il n'y a aucune action. Ah, okay. Ça donc c'est bien quoi? Voilà, madame, monsieur, il faut préciser que nous avons invité sur ce plateau le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le siège, il est là. Nous attendons toujours le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding pour défendre le RDPC. Et Serge Gauthier Onanina. Alors, Serge Alain, je voudrais schématiser ça, faire comprendre ça facilement aux téléspectateurs, au public et aux futurs électeurs, bien que nous ne soyons pas en campagne. C'est une question de proportionnel. Oui. Une salle de classe doit avoir en principe 60 élèves dans la norme pour que l'enseignant puisse bien transmettre la connaissance. Nous sommes donc là dans la représentativité proportionnelle.
C'est la même chose en C'est les politique. chiffres du Cameroun. Hein, parce Ce que sont les en chiffres. On Occident, est bien on dans vote- le contexte camerounais. Ah, ok, en Occident, je on parle vote- de mon pays, puisque Voilà. je suis bien. Vous trouvez avec même que notre 60 c'est bon? Je ne 60? trouve pas que c'est bon, mais Oui. prenons cette norme. Ok. Ça, on suppose que l'enseignant puisse mieux circuler, prendre un peu au cas par cas, suivre au cas par cas les apprenants. Lorsque c'est la même chose qui s'applique en politique. En fait, un député, de façon proportionnelle, est censé représenter une quantité précise de la population parce qu'elle peut être à son écoute. Lorsque vous êtes un seul député pour 900 000 habitants, donc pratiquement 1 million Voilà. de personnes. Vous êtes là toujours sur le cas de Bonabéry. Restons sur ce cas. de Bonabéry. Oui. Et on vous Vous accorde. trouvez que c'est énorme pour un seul député? Mais monsieur Autou, diviser les 900 millions, le 1 million fois 300, soit par 365 jours, ce monsieur ne parviendra jamais, même s'il organise les réunions, à atteindre toute sa cible. C'est de ça qu'il est question. Prenons maintenant sur le plan de la démographie et de la géographie. On n'a plus la démographie, on prend la géographie. Ces 900 000 ou 1 million de personnes sont reparties sur un vaste territoire. Vous avez combien de temps pour pouvoir aller toucher du doigt, localité par localité, coin par coin, recoin par recoin, analyser tout cela, travailler avec votre cabinet parlementaire pour aller maintenant à l'Assemblée nationale pour pouvoir défendre. Et quand vous êtes seul, représentant d'une forte majorité, d'une immense majorité, vous comprenez que votre voix ne portera pas et votre base aura l'impression que c'est vous qui êtes incompétent ou inefficace. Je voudrais également dire que il faut que la jeunesse ou le peuple camerounais se rende à l'évidence que un État, un pays ne fonctionne que sur la base des lois. Et ce sont ces lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Je vais encore être pratique. Combien de réunions, au-delà des réunions à caractère politique, ne sont-elles pas interdites selon l'humeur d'une autorité administrative? Beaucoup connaissent ces frustrations. Mon association, mon tel ne même pas il a allé donner quelque chose à gauche et puis on a empêché, interdit ma réunion. Si les députés sont majoritaires à l'Assemblée nationale, ils sont 180, si on a 100 députés, si l'opposition réussit et cette population réussit à confier sa voix à ces 100 députés au niveau du Parlement, ce verrou peut sauter. Puisque c'est une loi qu'on introduit. On va introduire, on va dire désormais, le sous-préfet n'a plus le droit d'interdire et on enlève tous les mots qui ont trait à l'interdiction. Et on dit le sous-préfet encadre. Ça veut dire que même s'il veut faire comment, il n'interdira pas. Il aura l'obligation où on fera la manifestation à la condition qu'elle soit encadrée. Je voudrais attirer l'attention des populations pour qu'ils comprennent la subtilité. Le rôle du député contrôle l'action gouvernementale, mais surtout vote les lois. Et ce sont ces lois-là qui vous permettent de vous épanouir. Donc tout est dans cela, votre épanouissement, tout ce qu'on fait dans la société. Comment on marche dans la rue à un code, c'est une loi. Comment on doit parler aux gens, c'est une loi. Et ce sont les députés. Le temps de la présidence ou de la présidentielle est passé. On peut maintenant réfléchir avec subtilité sur cela. Il y a un aspect qu'on a failli oublier, qu'on élude. Quand on parle du découpage électoral, je croyais que vous alliez parler également des communes. C'est combien de conseillers municipaux pour 50 000 habitants? C'est 25. Je prends un cap simple. Serge Alain, vous m'avez demandé depuis quand je suis à Douala, je vous ai dit en off, mais j'ai travaillé un moment dans la ville des Écarts parce que je faisais une étude sur le territoire politique. C'est un territoire très animé politiquement. La ville des Écarts a plus de 50 000 habitants et le conseil municipal de la ville des Écarts a 25 conseillers. Vous comprenez? Or, c'est 50 plus 1, on est déjà à 31. C'est une absurdité. Et elles sont nombreuses comme ça au Cameroun. Bonabéry a combien? 43. Bonabéry n'a que 43, alors il y a 900 conseillers. Donc il y a une aberration autour. Parce que non seulement le critère démographique n'a pas été pris en compte, mais il y a également l'exode rural qui n'a pas été pris en considération dans les décisions présidentielles. Ok, merci Madame, Monsieur. On revient dans un instant. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Place tout de suite au journal de 20h qui vous sera présenté par Nadine Yambou. Arthur. Et dans un instant, la suite, Equinox Soir.
Retour sur le plateau équinoxois, la deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Signor Barista Achou, Serge Gauthier Onanina et Edmond Kouyaté. Edmond Kouyaté, la Chine, l'Empire du Milieu, qui... comment vous accueillez déjà ça? On a vu les Japonais avec des écoles sur l'étendue du territoire. Oui. La Chine qui décide de permettre à 300 villages. Comment interpréter ce geste de la Chine? Il faut déjà souligner qu'à la suite du Japon, comme vous l'avez dit, le Japon, vous vous souvenez à l'époque, avait fait des dons des écoles. On appelait de manière triviale dons japonais. Dons japonais. Vous savez comment ça s'est passé. À l'époque, ils avaient décidé de venir eux-mêmes construire des écoles. Ils étaient venus avec tout le matériel. Ils ont construit les écoles. Ils ont laissé les écoles. Aujourd'hui, les Chinois, dans un élan de coopération, il faut savoir que il y a un axe très fort aujourd'hui entre Yaoundé et Pékin. Et donc, ça répond, n'est-ce pas, à cette coopération très forte qui se développe, qui se met en place entre le Cameroun et la Chine. Et donc, la Chine a décidé de faire un don à 300 villages. Maintenant, le Cameroun en a combien? Il y a combien de villages au Cameroun? Je crois que le problème va se poser plutôt au niveau de la critériologie de sélection des villages qui vont bénéficier. C'est quoi le critère majeur? C'est quoi pour bénéficier, pour qu'un village puisse bénéficier? Est-ce que ce don ne sera pas problématique à ce niveau? Parce que il y a combien de villages au Cameroun? Si certains villages bénéficient et que d'autres n'en bénéficient pas, alors peut-être que en termes de niveau, ils sont logés à la même enseigne. Peut-être que chacun aurait bien voulu bénéficier. Je pense que c'est à ce niveau qu'il va avoir un véritable challenge. Et puis, qui va se charger de distribuer? Est-ce que c'est les Chinois eux-mêmes qui vont aller de village en village? Est-ce que cela va être le fait d'une autorité administrative, peut-être le sous-préfet ou le préfet ou le gouverneur? Comment est-ce que ça va se passer? Je pense que c'est à ce niveau qu'il va avoir problème. C'est-à-dire que certains villages vont être lésés, d'autres vont être satisfaits et tout ça. Bon, il faudra voir comment ça va se passer. Mais déjà, c'est à saluer chaque fois que un partenaire, n'est-ce pas, décide d'apporter, de faire un geste, n'est-ce pas, pour aider nos villages à sortir un peu je veux dire, de l'obscurantisme, c'est toujours à applaudir. Mais au-delà, est-ce que le Cameroun devrait vivre des dons? C'est peut-être la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau où nous sommes aujourd'hui, on devrait continuer à vivre de cet assistanat? Est-ce que ce n'est pas une insulte qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, la Chine vient faire ce type de dons au Cameroun, lorsque nous pensons qu'en 82, justement, c'est le Cameroun qui faisait des dons de nourriture à la Chine? Est-ce que ça ne doit pas nous amener à nous poser des questions au lieu de nous réjouir de recevoir quelque chose? Est-ce qu'on ne devrait pas se poser des questions sur notre véritable capacité à porter notre pays au firmament et donner à tous les citoyens, indépendamment de leur coin, du coin où ils se retrouvent, ville, village, centre urbain? Est-ce qu'on ne devrait pas penser qu'il est temps, n'est-ce pas, de concevoir des politiques publiques qui puissent donner à chaque coin et à chaque recoin du pays la possibilité de sortir de l'obscurantisme sans qu'il n'y ait besoin qu'un tel ou un tel vienne nous faire des dons? C'est peut-être la problématique. Serge Gauthier Onanina. Vous savez, ça vous pose un problème aussi? Bien évidemment, la Chine, bien entendu. Nous, au PURS, nous nous méfions des l'assistanat vous fait problème? Oui, parce que nous sommes pour l'indépendance et la souveraineté économique. Vous savez que dans la coopération, le don n'est jamais gratuit. Et je prends le proverbe chinois, je m'inspire d'un proverbe chinois qui dit « Apprends-moi plutôt à pêcher que de me donner du poisson. » Moi, en tant que Camerounais, décideur, candidat à l'élection, si je suis partenaire de Chinois, je leur dirais « Aidez-nous plutôt à avoir des satellites. » Parce que c'est l'impérialisme culturel à travers ces décodeurs qu'on apporte. Vous allez regarder forcément 2 à 3 chaînes chinoises qu'on va rendre très dynamiques et tout. Donc c'est la culture à la fois chinoise qui va s'imposer à ces villages, parce que les villages, ça vous amuse peut-être, mais c'est une problématique assez pertinente, sérieuse. Vous savez que l'homme du village est plus poreux à tout ce qui est télévisuel.
on consomme sans modération, on croit que ce qui se passe à Telenovela est vrai et les mammouths se brûlent pour ça. Donc c'est ce qui va se passer concernant la civilisation chinoise. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est dans cette question de souveraineté économique. Nous devons apprendre, et vous l'avez dit tout à l'heure, à nous-mêmes construire notre développement par nous-mêmes, le penser et le construire. Ils doivent nous accompagner. Vous savez, lorsque Huawei, c'est le plus grand fabricant sans publicité sur le plateau, évidemment, tous nos téléphones ont des puces Huawei. Regardez toutes les marques de téléphones, tous les opérateurs. À l'université de Yaoundé 1, notamment à la Polytech, on a créé un technopôle Huawei pour former nos ingénieurs qui peut-être dans quelques années vont devenir indépendants. On a besoin que la Chine nous apprenne à pêcher en accompagnant nos jeunes, d'abord nos chercheurs, à maîtriser cette technologie et puis à faire dans le transfert de technologie. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va vous rendre dépendants. C'est gratuit. 300 décodeurs, c'est gratuit au départ. C'est ce qui va se passer. Et puis 2 ans plus tard, ça va devenir payant. Vous comprenez? Quand ce sera gratuit... Non, c'est 300 villages. 300 villages au départ. Après, on va pérenniser le projet sur 600 villages. Après, peut-être 1000. Du coup, vous avez tout ça. C'est gratuit au départ. Vous commencez à apprécier les chaînes au départ. C'est ça le principe. C'est comme ça qu'on fait le commerce. C'est du marketing. Et puis, subitement, quand vous avez pris goût, on vous dit, non, vous savez, cette affaire-ci, pour supporter au moins les charges basiques, il faut que chacun donne 2000 par mois. On a commencé par le don, qui était gratuit. On est passé par... Mais ils abandonnent. Alors, ils ne vont pas abandonner parce que le gars du village n'avait pas ça. Le gars du village n'avait pas ça. Il va plutôt orienter l'argent qu'il aurait pu acheter la bière ou je sais pas moi ou le cahier à son enfant maintenant pour mettre regarder la télé parce qu'il n'a pas de distraction là-bas, parce que les communes, parce que le village ne pense pas stade, le championnat de vacances ne vient que une fois l'an et tu n'as pas d'autres activités. C'est une technique de pénétration économique dont nous devons nous méfier. Souveraineté et indépendance économique, voilà notre position au plus. Signor Barista, vous n'êtes pas aussi pessimiste que les deux autres, quand même. Je suis plus pessimiste. Encore? Ah bon? Plus pessimiste que les autres. Le représentant du PURS a dit, M. Onanina, il a dit que le don n'est jamais gratuit. Il y a toujours quelque chose en bas qui sous-tend ce don. Nous, au Reform Party, nous avons peur de ce genre de don parce que ça peut s'avérer une plateforme d'espionnage qui permettra à la Chine de voir tout ce qui se passe dans les fins fonds de nos villages. Donc, nous demandons au gouvernement du Cameroun de faire passer tout ce dispositif-là au scanner pour s'assurer que ce n'est pas capable d'envoyer des images aux Chinois pour qu'ils voient comment sont nos villages, comment sont nos forêts, comment sont notre territoire, pour qu'ils puissent maintenant mieux pénétrer le chez nous. Donc moi je pense que c'est un truc très dangereux. Il faut qu'on fasse attention. Ils ne sont pas bêtes de choisir les villages. C'est un cible. Et quel est ce qu'il veut donner aux villages? Des images satellitaires. Avez-vous le contrôle de ces images? Vraiment, le gouvernement doit faire très 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 attention. Passer ces équipements-là au pays fin pour être sûr que ce ne sont pas des équipements d'espionnage. C'est le côté. Monsieur Achou a dit quelque chose de pertinent mais qui a semblé amusé ou être banalisé par les uns et les autres. Une anecdote économique simple. La Chine est fabricant d'une marque d'ordinateur, le Lenovo, sans publicité. Et comme on est aujourd'hui dans l'Organisation mondiale du commerce à travers l'OMC, il n'y a plus de frontières, vous pouvez, en tant que Chinois, aller conquérir un marché. Du coup, ils sont allés conquérir un marché américain et on s'est rendu compte que plus de 500 milliers d'ordinateurs, le Lenovo qui avait été acheté par le gouvernement américain, avait à l'intérieur des puces d'espionnage et l'État américain a renvoyé. Vous pouvez vous renseigner dessus. Je connais. Tout le monde, voilà, il y a confirmation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le matraquage civilisationnel passe par les médias.
le matraquage civilisationnel. Nous sommes américanisés, européanisés parce que nous regardons la télé, parce que nous regardons les films, nous pensons comme eux. Nous avons même changé le ton. Quand vous parlez pas comme, vous ne baptisez pas, on dit que vous êtes villageois. Alors que moi, je me plais dans mon identité. Et nous sommes dans le but d'ailleurs, les premiers, et nous martelons tout le temps sur la question identitaire. Qu'est-ce qui fait que qu'on connaisse, qu'on sache qu'on a affaire à un Bamileke qui est fier, ou à un Yambassa ou à un Bassa? Le Bassa, c'est son accent que j'utilise, c'est le part du Bamileke. On est content quand tu parles, on épouse ses filles avec cela. C'est pas quand mon enfant vient baptiser, vraiment je me reconnais pas, parce que quand je lui dis apporte-moi un coulené, ceci à la maison, il me dit papa c'est quoi? J'ai ma nièce d'ailleurs qui tombe toujours à la renverse à chaque fois que je parle la langue nationale, la langue locale, elle soulève ses pieds, elle me dit papa aujourd'hui alors tu as fait fort, et je suis obligé de dire à sa grand-mère, pardon, comme je sors là, fais un effort de lui inculquer quelques notions. Donc il y a là un matraquage civilisationnel sur lequel on doit réfléchir. Évidemment que nous ne sommes pas ennemis de la Chine, parce qu'ils peuvent penser qu'on veut créer un incident diplomatique, mais aujourd'hui les enjeux internationaux, nous sommes dans des questions importantes de culture, d'identité culturelle, et chacun essaie de vendre la sienne et de défendre également la sienne. C'est ce que nous faisons tout simplement. Non, mais c'est clair que il y a une dimension assez stratégique qu'il faut interroger lorsqu'il y a des dons. Il y a une dimension de cette nature, surtout que c'est une technologie qu'il faut se demander, est-ce que nous en avons la maîtrise? C'est de ça dont il est question. Et qu'est-ce qui est sous-jacent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Et comme ils l'ont souligné, rien n'est gratuit en ce bas monde. Et comme m'a demandé Signor Barista, pourquoi seulement dans les villages? Pourquoi forcément dans les villages? Est-ce que vous savez qu'il y a eu un problème, par exemple, avec le siège de l'Union africaine en Éthiopie, où on a dit que, puisque c'était un don de la Chine, il y a eu un problème où on estimait que la Chine espionnait, n'est-ce pas, tout ce qui se passait là-bas. C'est pour ça que tout le dispositif informatique buguait tout le temps, parce que la Chine espionnait. Et vous savez qu'il y a cette guéguerre permanente entre la Chine et les États-Unis aujourd'hui, parce qu'il y a eu un très fort espionnage industriel chinois du côté des États-Unis. C'est pour ça que vous avez vu les mesures que Trump a été obligé de prendre contre Huawei en interdisant la technologie Huawei, n'est-ce pas? Et puis les États-Unis mettent la pression sur leurs alliés européens. La ville de Paris devait être complètement, n'est-ce pas, devait passer au numérique avec la technologie Huawei. Aujourd'hui, avec la pression des Américains, on est en train de repousser cela. Donc, ils sont en train de dire non, nous n'allons plus utiliser la technologie Huawei pour rendre numérique la ville de Paris. Donc, il y a cette question-là. Et comme nous savons que nous sommes un peu vulnérables parce que nous n'avons pas la maîtrise de la technologie. Nos pays sont très vulnérables. Et donc, les gens peuvent profiter un peu de notre faiblesse en matière technologique pour venir installer des dispositifs qui, plus tard, on peut se rendre compte que cela nous est très préjudiciable. Donc, ce n'est pas à négliger cette dimension. Pour le moment, je dis que c'est toujours une bonne chose si on peut aider. Et encore que moi, dans ma posture, je proscris le mot aide parce qu'il n'y a pas de philanthropie, je le dis toujours, entre les États, il n'y a pas de philanthropie, ça n'existe pas. Donc le mot aide même ne devrait pas être un vocable à utiliser. On n'aide pas les gens se tiennent par des intérêts. Qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que moi je te donne? C'est ce qui un peu, c'est ce qui alimente les relations entre les États. Et donc, on devrait faire très attention on ne devrait pas tout embrasser d'un coup, même si d'apparence c'est mielleux, c'est beau. Quelqu'un disait tout ce qui brille n'est pas or, il faut donc faire attention, je suis d'accord. Et donc il faudrait passer, n'est-ce pas, ces choses-là au crible d'une analyse, d'une analyse assez bonne scientifiquement pour se rassurer que ça garde uniquement sa dimension de décodeur, de décryptage d'images pour permettre
à nos frères des zones reculées de pouvoir au moins se divertir le soir. Certes, il y a cette dimension culturelle qui veut que on matraque au jour le jour. Je suis même de ceux qui plaident pour qu'on crypte beaucoup de chaînes, novellas, machin. Je vais pas. Oui, signor Barissa. En plus de ce que dit M. Katé, je pense qu'on doit aussi regarder la valeur de ce qu'ils offrent là. C'est vraiment anodin. Un décodeur free to air, c'est 10 000 francs. Ça, c'est le plus cher. S'il vous plaît, 10 000 francs, oui, c'est plus cher. 10 000. Yeah. Alors, parabole, il y en a à partir de 3 500, 7 000. Quoi d'autre? Écran téléviseur, on en a déjà. Alors, fois 300, ça fait combien? Il faut pas se moquer de nous jusqu'à ça passe au journal. Mais ça, c'est vraiment. Si tu fais ça 20 000. C'est anodin. C'est vraiment anodin. Je pense que les Chinois n'ont pas à se moquer de nous. S'ils veulent nous faire don, qu'ils fassent vraiment un don qui en vaut la peine. C'est quoi 300 décodeurs? Après 6 millions Non, de francs. dans 300 villages. Non, les 300 décodeurs. Ah, ce n'est pas 300 villages. Chaque village aura combien de décodeurs? Voilà, là, vous savez. Même That's the $1 billion of question. Même comme ça, rien du tout. Oui, rapidement. Serge Alain, la vérité est qu'on ne remettra pas chaque villageois. On va demander aux villageois de se regrouper en communauté. On va identifier un endroit de... Comme le chef disait là. Voilà. Le chef disait que les villages disaient chez lui. Donc, c'est 300 villages, 300 décodeurs, donc 6 millions de francs. Mettons 10 par village. Signor Barissa, mercredi dernier, 4 projets de loi sont arrivés au bureau de l'Assemblée nationale, dont un qui fait beaucoup parler, celui qui tend à pénaliser les discours, les auteurs des discours haineux. Comment vous accueillez ça? Je pense qu'une fois de plus, le gouvernement du RDPC veut narguer les Camerounais. On veut faire passer un projet de loi sur quelque chose d'important, mais on laisse l'essentiel. C'est vrai que dans les réseaux sociaux, il y a un discours de haine qui se développe, mais il y a plus grave. Il y a des choses qui rongent, il y a une gangrène qui ronge les intestins des Camerounais chaque fois qu'il y a une nomination. La pratique du tribalisme. Oui. Si on veut, à notre avis, pénaliser le discours de haine, il faut aussi pénaliser la pratique du tribalisme. Quiconque étant dans une position où il exerce une autorité, dans les nominations, dans les opportunités, s'il donne des postes à ses frères seulement, il doit pouvoir être tenu pour responsable devant le peuple, n'est-ce pas, pour cette pratique de tribalisme. Dans un pays où nous avons des principes, unité nationale, tout ce que vous connaissez, équilibre régional, on ne peut pas comprendre qu'une seule ethnie, quand on prend la préfectorale, combien sortent de cette ethnie-là? Prenez les procureurs généraux, combien sortent de là? Prenez les ministres, combien sortent de là? J'ai dit que pénalisons tout. La pratique du tribalisme. Allez à l'ENAM, regardez le concours de l'ENAM. Combien sortent de cette région-là? Messieurs, il faut que ce projet de loi soit complet. Qu'on pénalise la pratique du tribalisme, la pratique des opportunités tribales. Parce que quand il y a un concours sur 70 candidats, 50 sortent d'une seule région, il y a tribalisme. On ne doit pas laisser passer. C'est une bonne chose que de vouloir pénaliser, mais il faut tout pénaliser. Ne laissez pas d'autres côtés qui vont favoriser ceux qui sont en place, et ceux qui ne sont pas au pouvoir vont rester là pour pleurnicher et pleurer. Moi, je pense que ce projet-là doit être modifié pour que nous pénalisons l'ensemble des faits qui nous font mal dans la pratique du tribalisme, parce que ça ne nous honore pas. On ne peut pas nous dire qu'il n'y a d'intelligents que dans un certain coin. Okay. Tous les Camerounais ont droit à la même opportunité. Il faut qu'on pénalise tout. Serge Gauthier, on en a beaucoup s'accordent à dire qu'il y a eu exacerbation de ce phénomène après les
politique, hein, ce qui s'est passé en 2018. Il faut le reconnaître, il y a une exacerbation du tribalisme, une montée forte du tribalisme dans le discours politique, les discours sur les réseaux sociaux et même parfois dans l'espace public ordinaire. Donc c'était bon à encadrer, mais la question de fond est de savoir, dans un pays où tout est tribal, les associations sont tribales, associations de savoir, associations de machins, les réunions sont tribales, les tontines sont tribales, les nominations sont tribales, il a dit, les recrutements sont tribaux, les quartiers sont tribaux, les corporations sont tribales. J'attends de voir comment le juge, parce que tout cela c'est le juge qui va souffrir, comment, sur quelle base le magistrat au tribunal, sur quelle base réelle est-ce qu'il va s'appuyer pour condamner quelqu'un qui m'a traité de sardina ou de tontina, sur quelle base il va me dire si... Et ça c'est le discours, on doit dire que c'est le discours. Oui, sur quelle base il va s'appuyer pour dire que c'est lui qui m'a traité de porc, que je ne gouvernerai jamais un pays parce que je suis d'une race de porc. Sur quelle base il va démontrer que c'est tribal? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? C'est la bonne question. L'éducation. Avons-nous suffisamment éduqué? Qu'avons-nous fait de notre système éducatif? Et au plus, on est toujours revenu dessus. On reproche au plus de marteler, de revenir abondamment sur l'éducation. Mais c'est l'éducation qui formate, qui construit une société, qui construit les hommes. Première des choses. Deuxième des choses, l'impunité. Notre système judiciaire, il n'est pas juste équitable. Le magistrat, le juge a-t-il la possibilité, on est là face à un avocat, à côté d'un avocat. Depuis combien de procureurs de la République avez-vous déjà vu prendre l'initiative d'engager une procédure sur la base d'un fait public, même dénoncé dans les journaux? Par exemple, alors, moi je suis donc surpris. Il faut donc, comme il disait, que ce soit total. Ce n'est pas faire une loi comme celle-là, c'est une bonne chose. Mais l'équilibre régional, qu'est-ce qu'on va faire en fait? L'équilibre régional, puisque c'est du tribalisme. C'est anti-tribalisme. L'équilibre régional, c'est anti. C'est du tribalisme, puisque si je suis meilleur, et que parce que sur la base d'une sélection, on appelle ça la discrimination positive. C'est ce que les autres... Mais c'est du tribalisme. Parce qu'à la vérité, je suis le meilleur de ma tribu avec 18. Mais parce que 18 sur 20. Mais parce que chez nous, tout le monde a eu 18 sur 20 et que chez les autres n'ont eu que le premier a commencé avec 16. On va d'abord, on prend 4-4 partout. Et les autres qui ont eu 18 dans l'effort là sont allés. C'est du tribalisme, non? Alors, j'attends de voir le contenu réel. Vous savez, ça m'amuse. Cette loi, elle est comme le statut spécial. Très vite, on a décidé de quelque chose, mais très... Non, pour ce projet de loi, on n'a pas mis un contenu. Non, il y a un contenu, mais n'est pas complet. Oui. C'est de ça qu'il est question. Et vous voyez... Ça, c'est le débat. Moi, le débat qui prouve qu'il est incomplet. Mais vous voyez comment on apporte déjà des limites de base. Voilà. Tontine, association, ainsi de suite. Hein? On peut vous exclure d'une entreprise. Parce que vous n'appartenez pas de façon ethnique à l'entreprise. Et la personne va vous dire c'est mon argent. Comment on fait ça? Parce que je vais prendre un cas aux États-Unis, et c'est un bon exemple que je propose là. Une femme qui travaillait pour une entreprise sans publicité, Coca-Cola, a été traitée de noire, de négresse. Elle a porté plainte à l'entreprise, a eu des milliards de francs. J'attends donc que la loi sur le tribalisme fasse en sorte que lorsqu'on aura un employé qu'on a limogé et qui peut démontrer que son licenciement n'est pas sur la base repose pas sur la base d'une faute professionnelle, d'une faute lourde, d'une incompétence, mais plutôt sur des complots tribaux, je voudrais qu'on me demande, j'attends donc de voir combien d'entreprises vont être traînées en justice et combien de plaignants vont gagner les procès. Edmond Kouyaté, vous voyez aussi des limites à ce projet de loi? Oh non, je ne vais pas faire un procès stalinien. Je ne vais pas faire le procès de Moscou. Je n'ai pas lu le contenu de cette loi et donc je ne peux pas de go lui fixer des limites. Je n'ai pas pris connaissance de tout son contenu. Parce que Signon Barista a dit, l'exposé des motifs, on parle des propos, des discours. Lui, il pense qu'il y a aussi des actes qu'on devrait punir.
Oui, on Il y devrait... a des actes. Oui, Pas c'est des vrai. actes. Non, on devrait... Je suis d'accord. Il a qu'on parlé devrait des passer- nominations, par exemple, celui qui Sauf que là, remplit son entreprise. Sauf que là, ça devient hyper compliqué. Voilà. Ça devient hyper compliqué à démontrer que le critère qui a guidé le choix de celui qui nomme repose sur un socle tribal. Ça devient compliqué. Parce que s'il vous dit qu'il a fait appel aux critères de mérite et d'excellence, Il y en a que chez lui, là. et qu'il en a trouvé Que celui chez lui, par exemple, Maître. ça devient difficile à démontrer. Je crois qu'on risque de rentrer dans une spirale infernale et je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut punir, mais avec la plus grande sévérité, les actes de tribalisme. Parce que ça ostracise les autres, ça les exclut et ça crée des frustrations qui Sentiments plus de tard, rejet, ouais. des sentiments de rejet qui plus tard peuvent déboucher sur des choses qu'on ne peut pas imaginer. Vous avez vu avec quelle, je vais dire avec quelle proportion les gens répandent des effluves nauséeuses et nauséabondes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire les gens n'ont plus de limites. Les gens répondent au jour le jour, tiennent des discours qui donnent la chair de poule. Alors très souvent, je ne justifie rien, je n'explique rien, j'essaie juste de comprendre. Oui, je veux le dire comme ça, je suis originaire de l'Ouest, mais si aujourd'hui je dois revendiquer mes origines, c'est dans le Sud où j'ai grandi. Donc quand je vois quelqu'un de l'Ouest insulter un homme du Sud, et vice-versa, je ne sais plus où je me trouve là. Je suis perdu. Parce que, si vous voulez, toute mon enfance, tout ce que je connais, tout ce que j'ai, tout ce qui m'est cher, c'est dans le Sud que je l'ai. Mes amis les plus précieux, mes personnes, mes plus beaux souvenirs, c'est dans le Sud. C'est chez moi. Mais ça ne m'enlève pas mes origines de l'Ouest. Et donc, quand je vois ces guéguerres-là, nous sommes un peu à califourchon, on est un peu pris entre le marteau et l'enclume, et on se demande, mais ça sort d'où? Nous avons grandi sans connaître ça, mais mes amis, mes parents, toutes les personnes qui m'ont encadré, qui m'ont vu grandir, c'est des personnes qui m'ont jamais demandé, tu es d'où? Je pense à toutes ces mamans qui m'encadraient, qui étaient du Sud et qui m'ont tout encadré comme leur enfant et qui jusqu'aujourd'hui continuent de m'appeler leur fils. Et donc, quand je me retrouve face à une telle situation, je dis, il était temps qu'une loi pareille, n'est-ce pas, vienne au moins comme une épée de Damoclès sur la tête de ceux qui pensent que de manière impunie, ils peuvent, n'est-ce pas, répandre la haine, diviser, créer des cassures sociales et empêcher les gens, n'est-ce pas, de s'embrasser culturellement, d'échanger culturellement. Je pense que ça ne devrait pas exister dans un pays comme le nôtre, avec une juxtaposition culturelle et qui se déploie, qui s'est toujours déployé depuis des décennies avec n'est-ce pas, beaucoup de, je vais dire, beaucoup de facilité, qu'aujourd'hui les gens veuillent venir placer, des embuscades, empêcher qu'il y ait cette brassage, qui est, n'est-ce pas, cette scène. Non, mais je dis, il faut qu'on arrête ça. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec Barista pour dire que il faudrait pas qu'on se limite seulement dans les discours, parce que les discours, très souvent, c'est la conséquence d'une frustration qu'on a vécue plus en aval. Et donc, en amont, on traduit ça dans le discours. Mais si on peut faire en sorte que en aval, si quelqu'un a eu à souffrir dans sa chair d'un acte de tribalisme et qu'il peut porter plainte, qu'il peut opposer cela, et qu'on lui, n'est-ce pas, qu'on lui donne gain de cause, si cela est avéré et authentifié, je pense que ça va limiter un peu les choses et ça va empêcher que les gens pensent que, comme Barista disait, il n'est pas normal que quelqu'un ouvre une société, même si c'est avec votre propre argent, et que vous pensiez que vous n'allez recruter que les personnes, vos cousins, vos cousines, vos frères, vos soeurs. Ça ne devrait pas exister en République. Je pense qu'en République,
il faut donner la chance à tout le monde. Voilà. Il faut donner, n'est-ce pas, la chance à tous ceux qui peuvent témoigner de l'excellence, du mérite. Il faut leur donner une chance égale, n'est-ce pas, de pouvoir s'exprimer. Parce que lorsque la République envoie ses enfants à la formation, on n'envoie pas une tribu à la formation, on n'envoie pas l'ethnie à la formation, on envoie l'enfant de la République qui, après avoir acquis une connaissance et un savoir, a besoin de l'exprimer indépendamment. Le mettre au service de la Et République. de le mettre au service de la République. Voilà, Serge Onanina. Alors, d'abord. Serge, moi je vais pas être long. Donc, c'est une obligation indirecte au bilinguisme. Mais moi, je serais donc curieux et j'attends de voir comment on va faire de ceux-là qui parlent leur langue dans le même bureau, dans la même salle, alors qu'ils ont leurs collègues à côté. Ouais. Peut-être, on appelle ça comment là, à ce moment? Sommes-nous dans la fierté identitaire? Quand nous sommes 4 sur le plateau, vous parlez à 3 votre langue, nous sommes collaborateurs dans un même bureau, dans une même salle, vous parlez à 3 dans votre langue alors que nous sommes dans un service public. Le public n'est pas seulement l'administration, le fonctionnaire, le service, c'est aussi dans les entreprises publiques, privées. Quand vous rendez des services, c'est ça ouvert au public. C'est ça le public, Oui, le bien service sûr. public. Bien sûr. Parce que les gens confondent souvent. Bien sûr. Alors, quand vous êtes donc dans cette entreprise, vous êtes travaillé dans une banque, vous avez vos collègues, vous travaillez, je ne sais pas moi, dans une entreprise, vous avez vos collègues dans une salle, et vous parlez à 3 la langue locale, votre langue, et puis lui, il est là seul. En frustrant l'autre. Sera du tribalisme ou pas? Puisque on dit qu'on doit parler le français ou l'anglais Et vous parlez dans le service Pas public. Et vous parlez le bassa, vous parlez le béti, vous parlez le douala et tout et tout. Et le gars, vous le faites 2 à 3 fois, il vous regarde étrangement, il dit mais ça, Ils c'est un ont complot. porté plainte. Il est très frustré. Je voudrais, moi je ne sais pas s'il doit aller porter plainte parce que je ne suis pas avocat, je n'ai pas la chance de mettre à chaud. Mais j'interroge ceux qui écrivent cette loi. L'esprit, j'interroge l'esprit. J'interroge surtout aussi la pratique. On est là dans les cas pratiques. Moi je considère que je suis un citoyen camerounais et qui vit peut-être cela dans la société. Et je voudrais donc que ceux qui sont en train de voter la loi, ils mettent un contenu profond et pertinent. Je suis d'accord. Ok. Signor Barista, ceux qui sont visés par rapport à ce projet, c'est les responsables d'ONG, responsables des partis politiques, vous, responsables des médias, des fonctionnaires, des institutions religieuses. Vous avez vu que ce projet-là vise tout sauf ce qu'il a provoqué. Il a été provoqué par les événements de Saint-Médima. Et s'il y avait un parti politique concerné, il y avait une ONG concernée, c'est-à-dire tous ces gens qu'on vise là. Vous dites c'est lié à ce qui s'est passé à Saint-Médima. À Saint-Médima. Donc voilà, l'une des fonctions d'une loi, c'est de soigner un mal. Nous avons vu ce qui s'est passé à Saint-Médima. Tout le monde était offusqué. Mais la solution qu'il veut apporter n'a rien à voir avec la solution de ce que nous avons vu à Saint-Médima. Donc moi je les invite à mettre sur la table une solution qui va nous empêcher de prochains Saint-Médima. Parce que je ne voudrais plus entendre quelqu'un dire étranger, rentrez chez vous. Quand quelqu'un dit étranger, rentrez chez vous, ça c'est un discours de haine. C'est un discours de haine. Donc il faut que, c'est pour ça que j'ai dit, il faut réprimer des actes. Vous, un ministre, vous prenez la parole en public et vous dites étranger, rentrez chez vous. Ça c'est du pur tribalisme. On devrait inclure dans cette loi des dispositions qui vont réprimer ce genre de comportement. Vous qui prenez la hache, vous descendez dans la rue à la recherche de l'étranger, des gens qui ne sont pas de votre ethnie, ça c'est du pur tribalisme, ça c'est la xénophobie. Ouais, On devrait, il faut même ajouter la xénophobie dans cette loi-là. Si, on ne peut pas s'amuser. Vous voulez que ça arrête. Il manque le terme xénophobie. Il faut une disposition pour réprimer la xénophobie. Il ne faut pas légiférer à moitié. Allons-y à fond pour que jamais ça ne se répète. Ça, c'est ce que nous pensons. Ok. Edmond Kouyaté, beaucoup s'accordent à dire que c'est tout ça part des présidentielles 2092 et 2018. Oui, ça c'est vrai. C'est partir de là, et je crois que je vous avais dit une fois qu'il faut faire très attention aux hommes politiques.
Et j'avais dit qu'en la matière, on ne peut pas stigmatiser un seul bord politique. Toutes les chapelles, vous savez, les hommes politiques, à tout moment, ont besoin de véhicules pour les porter à une destination. Et très souvent, ils ne sont pas regardants sur la qualité du véhicule qu'il va les porter. Et donc, s'ils estiment que celui-ci est le mieux à même de me conduire à ma destination, ils bondissent à l'intérieur et puis c'est parti. Et donc, il me semble qu'à la présidentielle, à la faveur de la présidentielle 2018, ce discours a été, je vais dire, le discours tribal a été constaté dans plusieurs chapelles politiques. À un moment donné, j'ai dû me retirer des réseaux sociaux parce que je n'en pouvais plus. Ce n'était que ça à longueur de journée. C'est à cette occasion qu'on a eu des nouveaux vocables, tontinard, sardinard, coquinard, et tout ce qui s'est développé. Et secte bahamique, c'était ethnofasciste. Ethnofasciste. Vous voyez, c'est-à-dire que c'était des discours... C'est un type de discours auquel on n'était pas habitué avant 2018. Et donc, c'était pour un but politique, mais sauf que les politiques ne comprennent pas que pour eux, quand ils croient que ça s'arrête là, parce qu'ils ont atteint un objectif, pour le citoyen, ça ne s'arrête pas. Lui, il a cru, parce que c'est ça la faiblesse du citoyen. Lui, il croit à un discours politique. Il croit même que ça a un fond et qu'il faut le tenir. Et donc... pour le politique, il croit qu'il a atteint son objectif, ça y est, basta, moi je continue. Mais le citoyen, lui, il croit, il dit, mais c'est pour ça que vous avez vu des événements comme à Saint-Mélima, comme à Ebolova. Vous voyez, les gens ont cru que non, et effectivement, il faudrait pas qu'on accepte parmi nous certaines personnes, il faudrait qu'on rejette. Et donc, ce sont les hommes politiques, c'est leur responsabilité qu'il faut questionner. Parce que moi, je vais vous dire très franchement, le citoyen lambda qui se déploie au quotidien, la première des choses, quand il rencontre un autre Camerounais, s'ils ont une affaire à faire, il ne va pas jamais lui poser la question de savoir, tu sors d'où, tu es d'où, non. Il va lui dire, on fait comment. Ça, c'est la première question. Et donc, il y a... n'est-ce pas, ce déploiement aisé et facile des citoyens indépendamment, n'est-ce pas, de leur appartenance ethnique et tribale qu'on voit tous les jours. Si nous ne prenons que le cas d'une ville cosmopolite comme Douala, mais là, c'est un melting pot. Ah ouais. Mais vous n'allez jamais voir dans un coin de la rue une bagarre au nom du fait que celui-ci il est Bamileke, l'autre est Betty. Non, ça n'existe pas. Parce que je vais vous dire quand même que Douala, c'est un peu comme mon deuxième village aussi, après le sud. Donc, je connais les coins et les recoins de Douala. Je vous dis, vous ne verrez pas une dispute au coin d'une rue où on va vous dire sur la base ethnique, sur la base ethnique. Non, ça n'existe pas. Et donc, donc même s'il y a bagarre, ça part de la politique. Ça part. Aujourd'hui, oui. C'est le fait de la politique. Ce discours-là qui est né, c'est le fait de la politique. Vous n'avez qu'à voir cette nouvelle terminologie dont je parlais. Sardinard, ça renvoie à quoi? Tontinard, ça renvoie à quoi? Vous voyez que c'est un besoin de nicher une catégorie politique dans une appartenance tribale. C'est-à-dire qu'on veut nicher ceux qui font la tontine, ceux qui ont, n'est-ce pas, la tontine facile, et puis on veut faire croire qu'il y a un parti qui ne peut pas organiser de meeting sans partager du pain et de la sardine. C'est réducteur, ce n'est pas bon dans un pays. On ne devrait pas arriver à ce niveau. La politique devrait connaître un peu de hauteur si on veut que cela, n'est-ce pas, continue d'être un jeu, parce que la politique c'est un jeu. Si on veut que cela continue d'être un jeu qui donne goût à voir, on devrait mettre un peu de la hauteur et éviter d'aller chercher un peu tout le temps dans les caniveaux, patauger dans la gadoue, comme ça a été le cas en 2018. Et c'est pour ça que je pense qu'une loi comme celle-là, elle est la bienvenue, si ça peut retenir un peu les ardeurs et empêcher les gens de croire que de manière, n'est-ce pas, ils peuvent se déployer comme ça dans ce discours-là sans faire face à la loi. Serge Gauthier-Onanina, l'exécutif dans ce projet de loi pointe aussi un doigt accusateur sur les responsables des médias. Oh oui, les médias ont joué un rôle dans l'exacerbation du tribalisme, du discours haineux. Certains journalistes ont tenu des propos, ils ont même donné la parole à des hommes politiques, mais également à des scientifiques. Parce que vous savez, j'ai affaire en face de moi un analyste politique. Oui. Moi, je suppose qu'il est scientifique. Je ne suis pas scientifique de haut niveau comme lui, mais je pense que
les théories ou bien les résultats de la science reposent sur des recherches elles-mêmes qui s'adossent sur des théories claires. Lorsque vous expliquez, vous dites aux gens qu'ils sont sardinats ou tontinats ou ethnofascistes, vous devez expliquer votre méthodologie, présenter votre échantillon. Ça c'est basique, ça c'est comment on peut enseigner un jour quand j'allais à l'école. C'est l'épistémologie. Voilà, donc votre échantillon, votre ainsi de suite, il y a une méthodologie claire. Et puis citer les références en termes d'évocation de ces thèmes. Lorsque vous venez, vous ne le faites pas. On a du mal à reconnaître la scientificité de votre propos. Maintenant, sur les médias, je commence par un truc simple. Tout le monde a voulu une affaire simple. On a voulu que le verdict des élections se passe, soit en direct. Mais lorsqu'un homme politique vient dire que quel concours fait-on pour être ceci, moi, je ne vais pas utiliser ces mots, parce que ce n'est pas responsable à ce niveau de décision, d'appartenance politique. Et quelqu'un lui a dit, qu'est-ce que ça vient faire à la Cour constitutionnelle? L'enjeu porte sur, on a triché, on n'a pas triché, on a gagné, on n'a pas gagné. L'enjeu ne porte pas sur, quel concours fait-on sur ma tribu? Le média a diffusé. Il y a eu un conseil national de la communication. Il n'a pas sanctionné le média, n'a pas rappelé le média à l'ordre, n'en a pas interpellé le monsieur sur le plan judiciaire et tout et tout. C'est des conséquences. Le fait que ce soit, ça passe en direct, monsieur, vous êtes avocat, ne dédouane pas le média. Le directeur de publication du média est responsable de ce qui passe dans sa chaîne, à la condition, il y a des techniques pour rendre l'auteur des propos responsable, mais ça n'empêche pas que le forfait ou le crime, ou je ne sais pas moi, soit commis. C'était pas un reportage. C'était pas un reportage. Maintenant, c'était un direct de la. Maintenant, il y a des journalistes qui ont pris parti pris, évidemment. Nous ne l'aurons pas, puisque vous avez évoqué les médias. Tous les médias appartiennent à des bords idéologiques. Les médias neutres dans le monde, ça n'existe pas. Mais jusqu'à quel degré ça s'affiche? Afficher son idéologie. Comment, avec finesse, insérer de façon sous-jacente, fine, subtile, son idéologie dans l'information qu'on véhicule. Il y en a qui viennent, qui s'autoproclament chroniqueurs, critiques, grand reporter, analystes de choses qu'ils ne sont pas, et qui se permettent de prendre des positions sur des plateaux et de contribuer à l'exacerbation des haines. Il y en a, et moi j'ai souvent regardé, je ne vais pas être votre juge, mais je vous invite à vous, puisqu'on parle des médias, à sanctionner. Maintenant la loi est là, mais si elle n'avait pas été là, à être responsable. Moi j'ai vu, je prends un autre cas, parce qu'on parle seulement du discours de la haine. Je vais vous dire une chose simple, Serge Alain. J'ai en face de moi, à côté de moi, un avocat. Le droit dit qu'on ne commande pas les décisions de justice. Une fois que la présidentielle est passée, la Cour constitutionnelle s'est prononcée. Tous les débats sur la présidentielle, sur l'élection présidentielle sont caducs. Parce qu'on est en train de commenter les décisions de justice. Nous sommes en faute. Est-ce que je mens? Alors, beaucoup de chaînes de télévision sont tombées dans ce travers où est passé le Conseil national de la communication. Ce n'est pas une loi camerounaise, hein, c'est universel. Lorsque une décision de justice est faite, le journaliste rapporte la partie telle s'est plainte pour ceci. D'ailleurs, on filme rarement les salles d'audience. La partie telle a pensé ceci, l'autre partie s'est défendue en tel, le procureur a requis telle peine et tout et tout. Et le juge a pensé que. On donne la parole à l'avocat, aux avocats des deux parties qui estiment que la décision n'était pas satisfaisante. Ils vont porter appel. Ils ne jugent pas le juge. Ils ne disent pas, c'est un faux juge. Non, ça n'existe pas. Donc, faisons attention, ça interpelle donc la responsabilité du journaliste. En passant, je le suis. Mais je ne le mets pas en avant parce que j'ai une couleur, une chapelle politique dont je me considère comme un journaliste en congé et donc à la périphérie. Mais puisque vous m'avez donné l'opportunité d'évoquer la responsabilité des médias, j'en profite pour interpeller tous ces médias-là en se posant la question, on dit responsabilité sociale. Quelle société voulons-nous construire avec quel type d'information? Justement. Sion Barista, l'Église aussi. Hein? Oui, vous devez savoir que les médias sont le véhicule
le plus rapide pour véhiculer l'information. Et quand on dit médias, ce n'est pas seulement la télévision, il y a la presse écrite, parlée, tout ça. Bon, ce que je retiens de la contribution de M. Nanina, c'est que c'est vrai, lorsque la justice a déjà tranché et que c'est définitif, il y a autorité de la chose jugée. Ouais. Et on ne remet pas en cause l'autorité de la chose jugée. Le code pénal contient une disposition qui punit quiconque refuse d'exécuter une décision de justice. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de prisonniers ambulants dans nos rues. Parce que quand on m'encore les tribunaux, on va dire oh les gars, les gens là, c'est la posture de matraquage. Mais ils posent des actes répréhensibles. Ouais. Parce que. Donc, l'État est dans la tolérance. Ce n'est même pas de la tolérance. Ceux qui sont j'ai dit que c'est la complaisance. Wow. Okay. C'est pas la tolérance parce que lorsque vous refusez d'appliquer la loi, c'est la complaisance. Il faut l'appliquer pour que d'autres s'en inspirent. Okay. Pour que la loi ait son effet déterrant. Il ne faut pas que quelqu'un fasse quelque chose en tordant le cou à la loi. Okay. Vous savez que ça, à qui l'autorité a jugé, on ne remet pas ça en cause, messieurs, vous pliez. Et quiconque ne veut pas se plier face à la loi devrait être sanctionné par la loi. Donc, les églises, ce sont des moralisateurs. Bon, est-ce que l'église peut véhiculer... Moi, c'est possible. C'est possible, on en a vu. Je pense qu'on a vu certains prêtres tenir ce genre de langage. Je pense aussi que nous avons vu certains médias à Yaoundé que les gens ont baptisé médias de 1000 colis. Je ne veux pas faire de publicité. C'est possible, mais je pense que tout le monde qui viole la loi devrait pouvoir répondre, n'est-ce pas, de ses actes. Okay. Mon problème, c'est que il faut que la loi règle tous les problèmes. Quand vous prenez le problème de la haine sur les réseaux sociaux, comment est-ce que ce projet-là règle ce problème? Prenons le thème Tontina. Il est réglé là comment? Vraiment, c'est superficiel. Moi, je voudrais... C'est pour cela qu'on demande qu'un projet de loi fasse le tour. Chacun va mettre un peu du sien et à la fin, on va trouver quelque chose de bon. Vous avez dit, ok, dans les réseaux sociaux, c'est pourri. Alors, mais vous voulez sortir un truc qui ne règle pas le problème posé dans les réseaux sociaux. Alors, Sadina, nous tous, on sait de quoi il s'agit. Mais est-ce que c'est haineux? On sait bien que c'est péjoratif. Oui. Ça pose problème. Or, ce qu'on met là ne résout pas ça. Donc, il faut que le législateur, comme ils sont en train de partir là, ils sont presque sûrs de ne pas revenir. Donc, qu'ils essayent de sauver l'honneur, n'est-ce pas, en nous donnant une dernière loi qui sera comme une loi souvenir. Voilà. On va se rappeler d'eux avec ça là. Ok. Que ça soit bien fait. Voilà, on va terminer avec vous, Oui, Serge Alain, je m'en voudrais de ne pas parler d'un sujet qui m'a profondément choqué quand même. Il s'agit là du dernier déplacement du chef de l'État à Paris. Je crois qu'il y a certains événements qui, les gens, ça a amusé beaucoup des gens, mais c'est pas des choses amusantes. Il faudrait que les gens comprennent. Il ne s'agit pas d'aimer ou de ne pas aimer le chef de l'État. Il s'agit de comprendre que c'est le miroir à travers lequel on voit tous les Camerounais. C'est de ça dont il est question, surtout à l'étranger. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec lui ou de ne pas être d'accord avec lui. C'est le chef de l'État ou bien Paul Biya? Non, c'est le chef de l'État. Voilà. C'est de ça dont il est question. Est-ce que tout le monde fait ce lien-là? C'est ça mon problème. Oui. Les gens pensent que parce qu'on a nos combats politiques, nos combats idéologiques, ça devrait ouvrir un boulevard à tout. Je dois toujours dire une chose. Lorsque il se déplace, il porte sur ses épaules tous les Camerounais. Et il représente ce miroir à travers lequel on voit
tous les Camerounais. Et donc, s'il y a des actes d'humiliation comme les gens ont tenté de le faire, moi je me sens humilié. Vous devez vous sentir humilié. Tous les Camerounais devraient se sentir humiliés. Donc, ce n'est pas un sujet risible. Les gens ne devraient pas en rire. C'est des choses que nous devons condamner avec la plus... Mais avec... Regardez par exemple, qu'est-ce qui s'est passé. Et moi je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à sanctionner dans ce pays. On ne peut pas inviter un chef de l'État à un événement comme celui-là. Et je sais qu'on a pris la peine de transmettre toutes les articulations de l'événement et les différents formats de ces articulations. Le chef de l'État est invité à une table ronde. Il a une équipe de communication qui devrait, dans la mesure du possible, insister sur les points d'intervention du chef de l'État et lui faire une synthèse, le mettre à la page sur les thèmes, sur le thème. Si on dit qu'on doit intervenir, par exemple, sur les relations internationales, sur la géopolitique, sur la crise dans le Nozo, l'équipe de communication devrait lui faire une synthèse. Où en sommes-nous par rapport en comparaison avec tel conflit, à tel, voilà ce qui a été fait. Quel est même l'espace. Et maintenant, le format. Le chef de l'État est invité à une table ronde. Les gens lui écrivent un discours, une Bible. Et regardez comment monsieur Mo Ibrahim, mais il s'est donné à cœur joie dans l'humiliation de notre chef de l'État, en mondovision, en lui disant vous avez 2 minutes. Et pendant qu'il se débrouille même à lire, il le coupe en lui rappelant que vous êtes chef d'État, certes, mais ici nous sommes égaux. Mais j'ai dit, si ça passe comme ça, inaperçu, moi ça me poserait problème. Il faudrait que les gens qui n'ont pas préparé le chef de l'État, n'est-ce pas, les gens qui n'ont pas préparé le chef de l'État, à savoir qu'il allait à une table ronde, et donc on devait lui faire une synthèse avec des, si possible, des penses bêtes. Quand on va à une table ronde, on a des penses bêtes où à chaque fois on peut regarder pour savoir, voilà l'orientation du débat, voilà les points d'emphase, voilà ce sur quoi je devrais me focaliser. Si on ne l'a pas fait et on prépare un discours de je ne sais pas combien de pages, on donne à un chef d'État pour aller se faire humilier par un monsieur, et ça fait rire les Camerounais comme si c'était un sujet risible. Moi ça me pose problème, et donc il faudrait que des gens soient véritablement sanctionnés. S'ils ne peuvent pas faire leur job, qu'ils sachent qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Non, je préfère ne pas dire. Voilà. En communication, oui. Cette faute professionnelle sur l'image du Cameroun porte sur le nation branding. Oui. Ouais. L'image de marque du Cameroun, oui. C'est de ça qu'il est question. Quelle image de marque du Cameroun a-t-on vendue pendant cet événement? Le service de la communication du président de la République doit y répondre. Première chose. Deuxième chose, rapidement, Charles Aznavour, grand musicien reconnu, qui connu en France, sort du pays et on lui pose une question sur François Hollande qu'il n'aime pas. Il est très critique à l'endroit de François Hollande. Et il dit, mais c'est le président de la République, il le soutient. Et quand il arrive en France, on lui dit, mais Charles, tu es contre, tu n'aimes pas le président Hollande, mais comment tu allais le soutenir hein? Il dit, je n'aime pas personnellement Hollande, le président Hollande, je ne l'ai pas voté, mais c'est le président de la République de la France, et une fois que je suis à l'étranger, je suis l'ambassadeur de la France. Okay. C'est de ça dont il est question. Un mot, Signon Barista, rapidement, on sort. Oui, je pense que M. Kurt et M. Naner ont vraiment bien cerné le problème. Il reste de l'autre côté parce que je ne sais pas comment, si vraiment le chef d'État était entouré d'une équipe de communication. Parce que, attends, vous êtes invité à un débat et vous venez faire un discours. Mais vraiment, c'est pas possible. J'ai dit sur votre chaîne ici qu'il y a certaines personnes qui avaient un match de football, mais ils sont allés s'entraîner au basket. Mais c'est le cas. Comment on vous invite au débat, vous venez avec un discours. Ça veut dire que... Mais non, il doit... Comme il a l'habitude de faire des coups de tête là, il faut qu'il fasse un bon coup de tête à ces personnes qui nous ont soumis à ce genre. Non, c'est vrai, parce que je ne comprends pas que des gens qui restent là, ils se disent des grands journalistes, des grands communicateurs, puissent prendre, se livrer à ce luxe-là de nous donner ce genre de honte à mon Dieu vision.
il devait dire au chef de l'État que c'est un débat. Voilà comment ça se passe en débat. Puisque nous savons tous que lui, bon, il n'aime pas trop les micros, non, il n'aime pas trop les caméras. Au Cameroun ici, il n'y a que peut-être Eric Tchindje et quelques rares journalistes qui ont réussi à l'amener à parler. Votre PDG aussi. C'est vrai, Tchunka aussi. Voilà. Non. Donc, je pense avec, que... Et puis maintenant... la conférence avec François Hollande. Et maintenant, moi j'ai l'impression que le président était visiblement non préparé. Vous savez, qu'est-ce qu'il a même parlé? Il a démontré qu'il ne connaissait même pas l'histoire du Cameroun. Ok. Puisqu'il parlait des colonies, on n'a jamais été colonie. Ouais. Colonie française ou anglaise. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Donc, ça c'est vrai. Voilà pourquoi on parle d'un travail de communication. Son encadrement a fait défaut. Merci. Et il faut qu'il fasse vraiment un grand coup de tête. Un coup de tête saignant. C'est ce que le professeur Messanga appelle le coup d'état scientifique. Le coup d'état scientifique. Je regrette qu'il ne soit pas là ce soir parce que c'est lui le géniteur de ce concept-là. Coup d'état scientifique. Et quand il parle de coup d'état scientifique, il faut savoir qu'il met toujours à l'index ce qui entoure le chef de l'État. C'est eux qu'il met à l'index le premier. Et je pense qu'aujourd'hui, je commence à lui donner raison, même si je ne le faisais pas avant. Voilà, merci Edmond Kouyaté d'être venu. Merci à vous. Serge Gauthier Onanena, merci. Je vous en prie. Voilà, merci. Signor Barista, for coming. You're welcome, Serge. Ok. Alors, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir et tout dit. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de